Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Axe Sud, mais aussi sur la web TV du Journal Toulousain pour ce rendez-vous traditionnel maintenant. Zoom sur l'actu, le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud avec l'ensemble ou presque de nos chroniqueurs qui sont ici présents. Je vais commencer avec Patrick Aubin. Patrick, bonjour. Bonjour Thomas. Patrick Aubin, Parti libéral-démocrate, nouvellement entré dans l'UDI, si on a bien tout suivi au niveau de l'actualité. Oui, pour l'instant, mais bon, j'ai pas encore vu la couleur. Bon, il se sent pas encore totalement centriste, Patrick. Élu à Colomiers. Extrême centriste. Non, élu à Tournefeuille, pardon. Élu à Colomiers, c'est Pierre Nicolas. Et également chef d'entreprise. C'est Gaston Doumergue, alors. Gaston Doumergue, le sage de Tournefeuille. Stéphane Beaumont, il s'est présenté Bonsoir. tout seul. Ça va bien, Stéphane? Mais ça va. Politologue, universitaire, chroniqueur politique du Journal Toulousain, comme Patrick est le chroniqueur économique. Heureux de retrouver Patrick, parce que je l'ai pas vu un moment, l'année dernière. ouais. Oui, parce qu'on le Bonne sait, année. maintenant que vous passez vos vacances d'été ensemble. Donc, vous allez où d'ailleurs cet été, Patrick et Stéphane? On verra la ministre de la On Culture ce qu'elle verra. fait. Pierre-Nicolas Bapt. Bonsoir Alors- à tous. alors, Bonsoir Thomas. Je vous rassure, Pierre-Nicolas, nous ne partirons pas à Corfou ensemble. Pierre-Nicolas, secrétaire départemental du Parti radical de gauche, Ouais. lui, élu à Colomiers. Eh ouais. Tout le monde n'est pas parfait. Tout ça- Tout va bien, oui, à ça part va, la ça voiture va qui a explosé, etc. bien. Tout va bien. Ouais, un peu si avec la voiture, mais c'est pas grave. Mais, non, mais ça va, sinon ça Il y a va. la prime à la casse. hein. Même j'ai pas une diesel, moi. Moi, Sur Colomiers, je voudrais signaler pour les bibliophiles un très bel ouvrage qui vient de paraître chez Privat, avec beaucoup de photos et un joli texte, Qui s'appelle qui s'appelle Colomiers, ville urbaine et solidaire. De qui? De qui? Je n'ai plus le, Ah, mais le bravo, nom en tête, chez Stéphane. Privat, donc on ne peut pas se tromper. Un très beau livre. Très beau livre. Vraiment, je le recommande aussi chaleureusement que l'a fait Très bien. Stéphane. Johan Rovita, mes hommages. Salut Thomas, Ça va bien? ça va très bien. Bon, conseiller national des jeunes populaires, donc des jeunes de l'UMP. Les jeunes de l'UMP vont bien? Toujours. Bon, très bien. Messieurs, nous allons comme d'habitude débattre ensemble sur l'actualité politique nationale et l'actualité politique locale au niveau national. Nous allons parler aujourd'hui de l'affaire du steak à cheval, comme dirait notre ami Beaumont, l'affaire Spanghero. Donc nous allons voir tout ça et ensuite nous parlerons de la correspondance qu'il y a eu entre le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg et un chef d'entreprise qui s'appelle Monsieur Taylor. Et Taylor is rich, n'est-ce pas Patrick? Donc on va commencer par ça et ensuite nous parlerons du local avec ce fameux sondage, ce fameux premier sondage sur les municipales à Toulouse avec l'écart qui est donné entre Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen, écart conséquent, mais on découvrira ça dans la deuxième partie de l'émission. Patrick, on va commencer par toi ce soir. L'affaire Spanghero et donc cette histoire de lasagne qui était en fait du cheval mais qui était vendu comme du bœuf. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, ça m'inspire, j'ai fait une chronique déjà. Dans le Journal Toulousain. Dans le Journal Toulousain. Disponible sur le journaltoulousain.fr. Donc ça m'a déjà inspiré. Bon, ce que ça m'inspire surtout, c'est que c'est d'abord et avant tout une histoire d'escroquerie. Ce n'est pas une affaire sanitaire comme on a pu effectivement voir avec le retrait de l'agrément de l'affaire Spanghero. Là encore, les politiques ont été peut-être un peu vite en besogne en désignant une cible. Et donc on verra par la suite effectivement ce qui se passera sur le plan judiciaire, parce qu'il y aura des suites sur le plan judiciaire. Mais c'est une affaire d'escroquerie. Escroquerie tout simplement parce que quelque part des gens ont changé des étiquettes, ont transformé effectivement des étiquettes qui étaient bœuf en cheval, et c'est pas autre chose. Bœuf en cheval. Non mais c'est pareil, l'étiquette en elle-même. Merci. On a bien vu que pour notre ami Aubin, c'est une question d'obstacle, surtout pour le cheval. Oui, exactement. Donc Patrick, au bout du raisonnement. Et donc, au bout du raisonnement, donc c'est la justice qui tranchera à un moment ou à un autre. Les plaintes peuvent être portées. Alors, il n'y a pas eu, sur le plan sanitaire, personne ne s'est plaint que les lasagnes avaient un goût de cheval.
Personne n'a été malade. Donc, pas encore. Non, il y a beaucoup de gens qui en ont mangé. Donc, c'est la seule chose. L'usine, effectivement, qui produit ces lasagnes ne s'est à aucun moment, effectivement, poser la question de savoir est-ce qu'il faut que je contrôle et que je puisse, effectivement, obtenir un résultat qui me permette de dire c'est du bœuf ou c'est du cheval. Bon, alors, Stéphane, est-ce que tu as mangé du cheval ou du bœuf ou les deux ? Non, moi, ni bœuf, ni cheval, ni lard, ni cochon. Mais on pourrait se demander si c'est du lard ou du cochon, d'ailleurs, à défaut de se demander si c'est du bœuf ou du cheval. Plusieurs réflexions. La première réflexion, c'est le patronyme. Spanghero a vendu son entreprise en vendant son nom. Un nom qui est connu pour un des gros industriels du Pays Basque, Luc Berry. Et maintenant, il pâtit un peu d'avoir vendu son nom parce qu'on a l'impression que c'est lui qui est impliqué. Parce qu'on dit constamment, les médias disent constamment Spanghero. Ça, c'est important. Parce qu'il faut bien appeler par son nom une entreprise où finalement les Spanghero n'ont plus rien à faire. On se souviendra toutefois que les Spanghero, notamment Laurent, avaient eu quelques soucis il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années avec la Corse et avec Bordeaux. Ceux qui connaissent cette affaire-là me suivront aisément. Le troisième élément, c'est que, comme l'a démontré le journal Le Monde, ce n'est qu'une petite affaire par rapport à toutes les affaires qui vont se développer et qui se développent actuellement sans médiatisation dans le monde entier, avec des transformations. Moi, j'ai entendu l'autre jour sur France Inter la préparation du saumon que nous achetons dans les supermarchés. Comme il est nourri à la farine animale, il a une couleur quelquefois grise. Donc, on choisit des couleurs qui ressemblent au rose du saumon idéal, du saumon sauvage. Je dois dire que depuis, je suis marqué par les médias. Je n'ai pas acheté de saumon pour l'instant. Le quatrième élément, c'est que on peut se demander, selon la bonne formule latine, qui custodes, je traduis, ne vous inquiétez pas, qui contrôle les contrôleurs. Il y a des contrôles, qui effectue les contrôles, qui contrôle les contrôleurs, qui contrôle l'application des directives de l'Union européenne, qui contrôle les directives de l'Organisation mondiale du commerce, qui fait quoi. Il y a tellement de gens qui font quoi qu'on ne sait plus qui. Bon, je ne sais pas si tout le monde a suivi le raisonnement de Stéphane. Est-ce que Pierre-Nicolas, tu as tout suivi ? Toi qui es habillé comme Tom Cruise dans Top Gun. Oui, excuse-moi, j'ai oublié les lunettes ce soir. Et la frange. Non, mais par-delà ce que viennent de dire et Patrick et Stéphane, se pose le problème aussi du nombre de contrôles opérés sur les plats cuisinés. Cette affaire a démontré qu'il y avait très peu de contrôles au regard de millions et des millions de plats cuisinés vendus. Et moi, je m'inscris en faux sur un point. Ce n'est pas à cause de la low food que l'on a des prix, qu'on a justement des transformations d'étiquettes, et là je rejoins Patrick, qui transforment certaines pièces, certains amas de cheval en amas de bœuf, mais bel et bien, minerai, voilà, chercher le terme, mais bel et bien le profit, parce que ce ne sont pas des marques, des sous-marques qui ont vendu ces fameuses lasagnes, ce sont des marques qui ont vraiment pignon sur rue et qui sont a priori réputées pour leur bon goût et qui certifient, parce que j'aimerais aller jusqu'au bout là, qui certifient la provenance et l'origine de la viande. J'ai d'ailleurs reçu un mail à cet égard qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'on me réitère que l'on va certifier à nouveau la provenance 100% d'origine française. Ce qui me fait rire donc à double titre, c'est que 1, c'était pas du bœuf, 2, c'était pas français. Il y a Prof Beaumont qui veut rajouter une virgule avant de donner la parole. Oui. Tu m'as donné l'impression d'avoir été compliqué. Je résume très rapidement. Ce à quoi on assiste dans l'Union européenne aujourd'hui et en France, c'est rien, parce que c'est un phénomène mondial. Et qu'à partir du moment où on a du mal, étant donné les quantités, à tout vérifier, à vérifier n'importe quelle étiquette, à donner des vraies fausses traçabilités, on est dans un système où on va avoir peur de manger bientôt, où le consommateur en état de payer ce qu'il veut acheter, ce qu'il veut consommer, va avoir peur de manger, alors qu'il y a une famine qui est assez grande. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on est dans un système où tout le monde se ment. Où on veut éviter que tout le monde se ment en disant la fausse vérité de la traçabilité. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus remonter jusqu'au bon endroit. Puisqu'à un moment donné, les étiquettes peuvent faire la valse. Alors, Johan,
qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire de steak à cheval? Moi, j'aimerais bien revenir sur le nom de l'affaire. C'est Spanghero, c'est une famille que moi je connais très bien. Et je sais qu'ils ont été extrêmement peinés, notamment par les réactions peut-être un peu hâtives de pas mal de ministres en manque de célébrité. Je crois que Benoît Hamon a réagi beaucoup trop vite et s'est fait l'apôtre de la culpabilité contre Spanghero. On a eu un emballement médiatique qui a été intense. D'ailleurs, on leur a enlevé les agréments, puis on leur a redonné 48 heures après. C'est vrai que tout est allé vite. Hein. C'est pas aux politiques de prendre la place du juge. Hein. On a d'ailleurs enlevé un agrément, alors qu'au fond, c'est ce que disait Patrick, c'est une histoire de fraude sur le produit. Est-ce qu'il y a un véritable danger sanitaire? C'était peut-être là la véritable question. La véritable question, c'est aussi celle de la culpabilité, parce qu'on a de suite pointé du doigt la société Spanghero. Il y a le trader néerlandais, qui apparemment a déjà trempé dans des histoires pas très nettes. Il y a la question, moi je pense, de la société Comigel qui transformait la viande. Moi, ça me semble un peu étrange que des bouchers de cette société puissent confondre du cheval, du bœuf. Et il y a sûrement la véritable question des contrôles. Ces organismes indépendants financés par nos impôts, c'est ce que disait Stéphane, qui les contrôle et comment travaille-t-il? C'est ça la vraie question. Très bien, messieurs. Pour ce premier sujet national, Stéphane va encore juste un mais petit vite. mot, je dirais que ce que nous disons n'est pas véritablement rassurant pour le consommateur. Parce que Ouais, mais ça, si on on voit veut, bien, Stéphane, puisque si les on magasins veut- bio si on n'ont veut un jamais autant contrôle- marché. oui, si on veut un contrôle absolu, on ne peut pas y arriver. Et un jour, on démontrera que le bio non plus a des problèmes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai. Et un jour, on arrivera à un système où on aura peur de consommer ce qui était banal il y a encore 10 ans. Oui, On essaie de juste un on dernier. essaie de faire croire aux consommateurs qu'il y a des valeurs refuges, même dans l'alimentaire. C'est ça que tu dis, Stéphane. Les talons animaux, les talons bœuf n'existent plus. Oui, et d'ailleurs, c'est pas. On parle de bœuf, mais du bœuf, on n'en fournit plus aujourd'hui. C'est de la vache que l'on fournit. Très bien. Alors, on va passer de la vache à de la vraie politique, ou encore de la politique, on va dire, économique. Je rappellerai quand même que dans les années 60, il y avait une grande publicité qui était la suivante: suivez le bœuf. Très bien. Moi, je préfère celle du chocolat Milka, monsieur. Il y a une vache sur le Milka. Alors, j'ai une vache suisse. Elle doit être malade. Elle est violette, elle est, Alors, on va... elle est on- suisse après le référendum. Messieurs, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. On va revenir à nos moutons avec mais il y en avait aussi. la correspondance qu'il y a eu entre le ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg, et donc le PDG de Titan, donc qui est un fabricant de pneus, monsieur Taylor. Alors, il y a eu une première lettre de monsieur Maurice Taylor à Arnaud Montebourg, qui disait « Les salariés français touchent des salaires élevés, mais ne travaillent que 3 heures. Ils ont 1 heure pour leur pause et leur déjeuner, discutent pendant 3 heures et travaillent 3 heures. » Réponse d'Arnaud Montebourg. Soi-disant ouvriers, dites-vous, vos propos aussi extrémistes qu'insultants témoignent d'une ignorance parfaite de ce qu'est notre pays. Soyez assurés de pouvoir compter sur moi pour faire surveiller par les services compétents du gouvernement avec un zèle redoublé vos pneus d'importation. Réponse de M. Taylor. L'extrémiste, monsieur le ministre, c'est votre gouvernement et son manque de connaissances sur la façon de bâtir une entreprise. La plupart des hommes d'affaires avisés seraient d'accord pour dire que je suis fou d'avoir eu l'idée de dépenser des millions de dollars pour racheter une usine en France. Alors messieurs, on va commencer par Pierre Nicolas, que je sens inspiré par le sujet. Qu'est-ce qui se passe entre Arnaud Montebourg et M. Taylor? Est-ce que c'est tout simplement une opposition entre le système libéral et un système plus social-démocrate, monsieur Pierre-Nicolas Bapt? Alors, je ne vais pas te répondre directement parce qu'il manque un pan à cette histoire. C'est la lettre du PDG de Coca-Cola. Et oui, qui écrit à Montebourg en disant au nom des 5000 entreprises qui sont sur le sol français, des entreprises états-uniennes, je suis désolé, Monsieur Taylor ne représente que lui-même et nous sommes très contents de travailler. Donc c'est assez amusant de constater que dans un même empire libéral états-unien, nous avons deux versions. Non mais Patrick, se coupe pas la tête. Coca n'est pas une entreprise communiste. Les États-Unis ne sont pas non plus libérales. Je finis. Non mais ils sont communistes, tout le monde le sait. Donc c'est le grand Satan. Et donc nous avons deux versions
des entrepreneurs états-uniens par rapport à ce qui se passe en France. Je trouve ça amusant. Mais qu'est-ce que ça dit sur la crise actuelle économique? Est-ce qu'on peut lier ces échanges à ce qui se passe au niveau économique, Pierre Moi, je Nicolas? dis simplement que le PDG de Titan, mais c'est ma vision des choses, n'a pas voulu s'engager et ne voulant pas s'engager, a tapé comme un sourd en accusant les uns et les autres de ne pas travailler, de pas ceci, de pas cela. On peut Donc, pas quand même Armand considérer. Demour a raison dans On sa peut pas. réponse. On ne peut pas considérer quand même que les salariés français ne travaillent que 3 heures par jour, ont 1 heure de pause déjeuner et branlent 3 heures suivantes. Non mais attends, il faut arrêter quoi. Alors, moi je travaille Voilà. pas 3 heures par jour, mais mais je tiens à ma pause déjeuner. Non mais moi aussi, j'ai qu'une heure de pause déjeuner. Non mais c'est pas le problème, mais c'est complètement, je trouve, On est dans la hors de caricature. propos. Ouais. Oui, c'est très caricatural. Qu'il ne veuille pas pour X raison s'engager en France, ça, à la limite, on peut le comprendre. C'est un entrepreneur et à ce titre, il choisit les endroits où il veut aller, on peut le saisir. Mais qu'il se masque derrière une caricature pour pas investir. Et c'est pour ça que, je redis bien, c'est assez amusant que le PDG de Coca, qui n'est pas le chantre du socialisme réel et avéré en France, lui par contre salue le bien fondé de venir travailler en France avec les 4000 et quelques autres entreprises états-uniennes. Mais ça va être sûrement des salles communistes. Je sens bien Patrick Aubin, fanatique des boissons avec des bulles. Il y a une incompréhension totale économique de la part de notre ami Pierre Nicolas. Montebourg et Taylor sont en fait des frères jumeaux, sont les frères jumeaux du protectionnisme. Il faut connaître en fait Taylor. Taylor, c'est... Alors là, il faut que tu nous expliques. Hein, oui, Patrick, bien sûr. que Non, mais avec ce exactement. qu'on a lu, Je vais l'expliquer. Taylor, c'est quelqu'un qui s'est présenté, de toute façon, c'était en, je ne sais plus à quelle période, à la présidence des États-Unis comme républicain. Et c'est quelqu'un qui est pour les droits de douane. Enfin, aux primaires. Il s'est Comment, présenté à des oui, primaires. aux primaires, oui, tout à fait. Hein, je ne sais plus à quel moment, mais il s'est présenté aux primaires. Et c'est quelqu'un qui est pour les droits de douane. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe? Nous n'avons pas de droits de douane. Si on produit en Inde ou en Chine, peut-être à 1 euro de l'heure par employé, alors que nous, en Europe, on va être peut-être pour un SMIC à 9 euros, on a une différence de 9 euros au niveau... alors après, il y a la productivité. La productivité qui permet peut-être, quand on est en Europe, de gagner des heures pour fabriquer un pneu. Et l'usine de Goodyear fabrique des pneus agricoles. Titan, c'est ce qui l'intéresse, effectivement, c'est de fabriquer ce type de pneus. Cette usine... là, une productivité qui n'est pas très bonne, puisque Goodyear veut s'en séparer. Il n'y a personne d'autre que Titan qui s'était proposé pour racheter cette usine. Alors, le PDG Taylor est venu visiter cette usine. Il s'est aperçu que la productivité n'était pas bonne, que les pneus qui sortaient de cette usine coûtent beaucoup plus cher. Entre dire que la productivité n'est pas bonne et dire que les gens travaillent 3 heures par jour, il y a un monde quand même. Non, mais il peut être effectivement... il a peut-être été d'une certaine façon un peu arrogant, juste pour justifier... pour justifier effectivement que les Français n'étaient pas assez productifs, tout simplement. Mais les réponses qui ont été formulées par la CGT, semble-t-il, lors de réunions, n'a pas non plus été très intelligente, on peut dire. En disant « c'est comme ça en France », il l'a pris d'une certaine façon. Donc, pour moi, il y a un problème de productivité sur cette usine. Cette usine ne fabrique pas des pneus à un tarif intéressant. Et donc, les clients qui sont les agriculteurs, n'ont pas envie de surpayer leurs pneus, tout simplement. Et donc, le PDG de Titan... a tout simplement à un moment analysé cette usine comme étant pas intéressante. Montebourg, ne voyant aucun autre repreneur potentiel, parce que finalement on a le leader du pneu en France, Michelin, pourquoi on n'aura pas demandé? On aurait pu très bien demander à Michelin de reprendre cette usine. Mais personne ne s'est proposé. Michelin est une entreprise française. Mais d'accord, mais Michelin n'a pas du tout été intéressé. Patrick fait de la politique. Ah non, je pense que tu n'as pas répondu à la question. Au contraire. Tu n'as pas répondu à la question. La France, on a des problèmes de productivité aujourd'hui, on coûte trop cher, ça coûte trop cher, et donc on est incapable effectivement de s'adapter au marché. Donc sur le fond et sur la forme, il avait raison d'écrire la lettre, Taylor. Oui ou non? Sur le fond, il a raison. Et sur la forme, c'est un petit peu différent, effectivement. Il aurait pu... Putain, quand même. Johan, moi je dis sur le fond,
il avait raison. Johan. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le coup de com des deux côtés, en fait. C'est le Sylvester Stallone du pneu qui vient expliquer au petit Frenchie comment fonctionne le marché du travail. C'est un ministre de la République qui se rabaisse à la phrase que tu as citée, Thomas. Soyez assurés que je contrôlerai vos pneus. Enfin, moi, j'attends pas ça d'un ministre, honnêtement. Et il faut rappeler que depuis le refus de la CGT, qui est majoritaire, l'usine est vraiment bloquée. Je pense que moi, la vraie question de la lettre, pour moi, après, c'est la place du syndicat en France. Moi, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Et on se demande, la CGT, le syndicat communisme qu'on l'appelle Taylor, on se demande un peu... Il est réel, d'ailleurs. Oui. On se demande quelle est la place des syndicats. Et au fond, quelle est la valeur de la représentativité de la CGT et de tous ces syndicats en France? Moi, c'est ça qui m'a interpellé dans cet échange. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être revoir les critères de représentativité dans le droit du travail, parce que quand on compare les syndicats français aux syndicats allemands, il y a une sous-représentation des ouvriers en France et une bonne représentation en Allemagne. Les syndicats allemands sont d'ailleurs beaucoup plus forts et participent beaucoup mieux au contrat social allemand. Beaucoup plus que les syndicats français. On l'a vu d'ailleurs dans les dernières négociations où la CFDT et la CGT sont restés à la porte, ce qui permet à M. Sapin de dire ce matin à la télévision face à Bourdin qu'il y a 2 syndicats sur 5 3 syndicats sur 5 qui avaient signé. Or, les 2 qui n'ont pas signé sont les plus importants. Rapido, Pierre-Nicolas, parce que la pause nous c'est pas la CFDT et la CGT, c'est FO et la CGT qui n'ont pas signé. Je me permets. La CGT, oui, autant pour moi. Juste un petit mot, parce que ça a été largement débattu sur, si tu me permets, Thomas. Oui, sur, dépêche-toi. C'est pas moi qui ai été long sur cette question-là pour l'instant. J'ai dit pour l'instant, hein. Bah écoute, donc on a jusqu'à 8h, j'ai encore 20 minutes. Toi qui es au centre de Patrick Aubin et Pierre-Nicolas Bapt, tu devrais mesurer leur temps de parole. Moi j'ai l'impression, ton prénom c'est Johan. Johan. Moi je suis assez d'accord avec Johan pour dire que on a l'impression que c'est un jeu un peu au dépipé. Chacun est content de l'agression de l'autre. Montebourg, j'allais dire Chevènement, c'est pas par hasard si je fais le lapsus, parce que Chevènement a été ministre de l'Industrie également. Donc chaque fois qu'il passe quelque part, Montebourg maintenant c'est Made in France. Comme dans la chanson d'ailleurs, on devrait lui réoffrir la chanson Made in France d'il y a au moins une quinzaine d'années. Et je crois que Taylor a utilisé son protectionnisme américain à fond, en étant excessif dans sa lettre, et Montebourg a saisi ça à la balle au bon pour pas qu'on ait le débat de fond que vient de souligner notre ami Aubin. Ceci dit, Jean-Pierre Chevènement en marinière et avec une cafetière, j'en rêve, personnellement. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire cuire un petit steak de bœuf, bien sûr, et on revient après la pause. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les ondes de Radio Axe Sud et sur la web TV du Journal Toulousain, sur le journaltoulousain.fr. J'espère, messieurs, que vous avez mangé une belle entrecôte pendant cette pause. Nous allons pouvoir démarrer le programme local. Moi, elle venait d'Auteuil, la mienne. Elle venait d'Auteuil. Le programme local de cette émission avec le premier sondage sur les municipales à Toulouse, donc un an avant, municipales 2014. Alors, on va décortiquer les choses. Quel est le bon cheval ? Je sais que Pierre-Nicolas a fait déjà des statistiques et des calculs à n'en plus finir. En synthèse, pour nos auditeurs, sachez que au premier tour, donc les intentions de vote, après on parlera de la popularité, etc. Sur les intentions de vote, Lutte ouvrière, 1%, Front de gauche, avec Jean-Christophe Célin, 7%, le Parti socialiste, avec le Parti radical de gauche de Pierre-Nicolas, donc sous la houlette de Pierre Cohen, 37%, Europe Écologie Les Verts avec Gérard Onesta, 7%, Modem, Jean-Luc Forger, 3%, Liste centriste sans étiquette menée par René Bouscatel, 6%, UMP-UDI avec Jean-Luc Moudenc, mon cher Johan, 35%, et le Front National de Serge Larose, 4%. Intention de vote au deuxième tour, Pierre Cohen, 57%, Jean-Luc Moudenc, 43%, Pierre Cohen soutenu par le Parti Socialiste, le PRG, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, Jean-Luc Moudenc soutenu par l'UMP, l'UDI et le Modem. Messieurs, on va commencer par Stéphane Beaumont, qui va nous éclairer de ses lumières sur ce sondage. Je vais tenter de le faire et je vais tenter de le faire en mars 2013 pour mars 2014, c'est-à-dire un an avant.
Un an avant, c'est beaucoup. D'abord, je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie toujours, c'est que le sondage est la photographie de l'opinion publique à un moment donné. Et ce moment donné, c'est début mars 2013. Donc il peut se passer beaucoup de choses en un an. En aucun cas, un sondage n'est un outil qui permet de prédire, de prévoir. Ce n'est pas un outil prédictif, c'est un outil analytique. Par contre, Stéphane, c'est vrai que nous aimons beaucoup l'analytique. Ceci dit, si on prend le contexte national, Pierre Cohen devrait être plus bas. Je pense qu'on n'est pas encore dans l'ambiance des campagnes municipales et que donc le ton n'est pas à la critique systématique et absolue contre le président de la République et le Premier ministre. Président de la République qui est traité par le philosophe Michel Onfray dans Le Point de Sarkozy sans les piles. Les réflexions sur les chiffres sont les suivantes. Je suis très étonné de l'écart assez considérable qu'il y a, 57-43, et qu'il n'y ait aucune conséquence de la politique nationale sur le point de vue des sondés. À tel point que je me demande s'il n'y a pas eu une erreur dans le sondage. Le deuxième élément, c'est que le premier tour est intéressant dans la mesure où entre Jean-Luc Moudenc, qui a été donc maire de 2004 à 2008 et qui a été battu par Cohen la dernière fois, il y a un écart finalement de 2 points, 37%, 35%, et quand on additionne les alliés, on n'obtient pas le 57-43. Donc je ne sais pas où certaines voix sont passées, elles ont disparu. Ou alors ça veut dire qu'il y a des voix du centre qui vont on constate malheureusement pour l'équipe Bayrou que Bayrou reste malheureusement celui que j'appelais dans un article du Monde le général de l'armée morte, puisque le MoDem fait 3%, donc n'arrive pas à remonter. Sauf que c'est un peu en faussé, revanche, Bouscatel, c'est la première fois qu'on essaye de... On l'a jamais étiqueté politiquement. Il y a peut-être une erreur d'étiquette. On l'a toujours pas étiqueté. Si, tu as dit centriste. Liste centriste. Liste centriste, 6%. Donc moi je trouve qu'il y a un électorat flottant assez important qui peut peut-être expliquer le différentiel entre 57 et 43. Mais je ne pense pas que l'année prochaine, au moment des municipales, on aura cet écart-là, on aura un écart maximal de 2 ou 3 points, ça sera à nouveau très serré. Alors, il faut être juste, puisque c'est vrai que ce sondage a été fait ou commandé avant qu'il y ait certaines infos, et notamment celle qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, le MoDem et l'UDI à Toulouse sont ensemble. Donc, les dés sont un peu pipés sur ce premier tour. Pierre Nicolas. Alors, petite précision, effectivement, le sondage a été fait en janvier. Je ne suis pas sondeur, mais j'ai regardé moi aussi. Le sondage a été fait en janvier, avant l'annonce de Christian de Vérac de sa mise sur orbite pour les municipales, de sa candidature centriste, rassemblant notamment le MoDem, puisque ce n'était pas Forger qui était présent lors de l'annonce de Christian de Vérac, mais bien Jean-Luc Lagaise. Voilà. Moi, ce que je retiendrai par rapport à ce sondage, 57-43 me semble énorme aussi comme différentiel. Par contre, si on se dit simplement que c'est un sondage de bonne opinion, voilà, si c'est pas 57-43, pas d'intention de vote, mais de bonne opinion, quand même, Jean-Luc Moudenc a 14 points à récupérer en un an. Là, ça fait beaucoup. Voilà, bon. Alors, par contre, moi, j'ai noté un gros biais, et je pense que tu as dû le voir, et comme les autres, comme Johan, Patrick, Stéphane. Le gros biais, c'est qu'on prend... Le sondage, je pense, a été fait correctement. C'est Louis Harris, bon, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est Louis Harris, oui. Le problème, c'est que, par contre, il n'y a pas de sondage sur les intentions de vote ou pas, en clair. On ne sait pas combien il y aura d'abstention. Oui. Et donc, on considère que le corps électoral sera totalement votant. Ce qui est toujours faux municipal, puisque l'abstention est au moins 25 à 30% voilà. de l'abstention. Alors, sur qui va porter l'abstention? Du coup, je pense que le Front National est sous-estimé. Il est à 4%, il n'est jamais très haut à Toulouse, il est toujours sur les moyennes nationales, mais il n'est jamais en dessous quand même de 5%. Et là, le mettre à 4%, je pense que ça serait une hérésie. Et troisième biais, et que je trouve c'est dommage qu'il y ait eu ce biais, c'est qu'en fait, on intitule la liste Front de gauche menée par Célin, mais pour l'instant, le PC n'a jamais dit qu'il serait sur une liste autonome. Par contre, est-ce que ça veut dire que, suite à la lecture de ce sondage, on peut quand même dire, Pierre Nicolas, que Jean-Luc Moudenc s'est trompé, en tous les cas, dans l'analyse qu'il a faite du corps électoral, puisqu'on sait qu'il y a eu une politique nationale de l'UMP qu'il a portée
qui a quand même droitisé son discours, qu'il a fait de la sécurité son thème numéro 1 dans sa campagne, c'est ce qu'il a annoncé en conférence de presse. Quand on voit, alors même s'il est sous-estimé, le Front National à 4%, et qu'on voit l'électorat de gauche tel qu'il est présenté à Toulouse, est-ce que Jean-Luc Moudenc ne s'est pas trompé dans la stratégie jusqu'à présent ? Alors, je te répondrai par un autre petit point que j'ai relevé. Alors d'abord, par rapport à ce sondage, il faut quand même le mettre en corollaire, le sondage de bonne opinion. Et là effectivement, et le pourcentage de notoriété qui est en... Voilà, tu viens de tourner la page. Et Pierre Cohen a un taux de notoriété de 90%, alors que Jean-Luc Moudenc de 66%, et bizarrement, René Bouscatel arrive à 43%. Maintenant, est-ce que Jean-Luc Moudenc s'est trompé dans sa façon d'aborder la politique depuis juin ? Possible. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Est-ce que ce sondage n'avait pas pour but réel de démontrer l'inefficacité de la candidature de De Veyrac, qui est quand même testée à 3%. Ah ben, il faut poser la question. Non, mais je pose directement la question. Eh ben, en on clair, va poser la question à Johan. Pour le faire clair, est-ce que l'intérêt, c'est 57-43 ou les 3% de De Veyrac ? Voilà. Posons la question à Johan. Qu'est-ce qui se passe alors à droite, Johan ? Les deux, mon colonel. Je pense que ce sondage, il prouve que les Toulousains, ils estiment que c'est Jean-Luc Moudenc qui doit porter le leadership de la droite et du centre-droit. Oui. Il y a 29 points d'écart entre eux. Hein. Christine Veyrac à 3%. Non, là, il y a... J'entendais, c'est Jean Iglesias qui disait la Même candidature... maintenant, on n'imagine pas un revirement. Là, non. Alors, 3%, c'est trop difficile. Thomas Jean Iglesias disait la candidature de Veyrac va monter en puissance. En puissance de quoi ? On est à 3%. Je vois pas. Je vois pas. Ce qu'il faut, c'est l'unité. On l'a dit, on l'a redit à droite. Je veux dire, il n'y a pas 32% d'électeurs à l'UMP, donc c'est bien que la personnalité et la fibre centriste de Jean-Luc Moudenc attire au-delà du parti, au-delà de l'étiquette. Ah, ça se discute, parce que si on suit ce que disait tout à l'heure Pierre-Nicolas en répondant à ma question, c'est peut-être justement parce qu'il n'a pas assez qu'il n'a pas centré son discours jusqu'à présent, qu'il y a peut-être l'écart qu'il y a aujourd'hui entre Pierre Cohen et lui. Alors moi je regarderai justement par rapport, si on reprend les chiffres, mais vraiment en arithmétique pure, hein, tu l'as peut-être pas indiqué, il y avait testé deux hypothèses, une hypothèse UMP-UDI, une hypothèse UMP et 3 listes centristes. Ouais. Si on prend l'hypothèse 3 listes centristes et l'UMP, si on ajoute arithmétiquement les 3 listes centristes, on est à 12. Ils font 12%. Plus 32, on monte à 44% quand même. Hein. Si jamais ils fusionnaient, tu vois, même avec les déperditions de 2-3 points, on monterait à 40. Et on serait peut-être Moudenc 40, Cohen 37. En clair, il n'est pas sûr qu'au soir du premier tour, on n'est pas Moudenc en tête du premier tour, mais peut-être perdant au deuxième. Johan, attends une seconde. Non, mais je le laisse finir. C'est dans la logique de ce qu'il vient de dire. Dès lors qu'il y aurait ce cas de figure-là, il y aurait une dynamique. Il y aurait une dynamique pour celui qui est arrivé en tête et le deuxième tour serait plus difficile pour Cohen et peut-être gagnable pour Moudenc. Alors, Johan, fini ce que tu nous disais par rapport à Christine de Veyrac. Non, je pense que ce sondage, il confirme l'ancrage de Toulouse à gauche, ça c'est sûr. Il place Jean-Luc dans le leadership de la droite. Enfin, il faut, c'est une nécessité que Christine de Veyrac, que tout le centre droit, il faut être uni derrière Jean-Luc. Je veux dire, pour moi, le score de Pierre Cohen me paraît très étrange, 57%. Je pense qu'il faut aussi revoir ce qui s'est passé en 2008. 57% pour moi, c'est beaucoup trop. Mais le leadership de Jean-Luc Moudenc est incontestable dans ce sondage. Et je pense que ça va d'ailleurs peser sur les négociations nationales entre l'UMP et l'UDI. Et moi, il y a une phrase, Thomas, que je voudrais rappeler. C'est Pierre Cohen qui a dit dans Objectif News le 1er mars, Jean-Luc Moudenc incarne l'opposition la plus marquée et la plus construite. Donc c'est que déjà, pour Pierre Cohen, son seul opposant, c'est Jean-Luc Moudenc. Donc, mais ça, on l'a bien compris. Mais c'est important que Christine de Veyrac et que tout le centre droit soit derrière Jean-Luc Moudenc. Il faut qu'on avance ensemble et il faut qu'on avance de manière construite. Les mauvaises langues diront que Pierre Cohen veut que Jean-Luc Moudenc soit son candidat en face. Mais ça, c'est non, mais Jean-Luc Moudenc s'est rendu... J'en ai pour une seconde. Jean-Luc Moudenc s'est rendu lui-même opposant institutionnel autodésigné en mettant simplement sur ses cartes de visite et son papier à lettres Jean-Luc Moudenc, ancien maire 2004-2008, et même maintenant, il ne met pas ancien maire 2004-2008, il est devenu vraiment candidat puisqu'il a marqué en dessous maire de 2004 à 2008. Juste une question à Johan avant de passer à Stéphane et Patrick. Par contre, si on prend donc les chiffres dont parlait Pierre-Nicolas, là je veux parler de la notoriété et des bonnes opinions. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Stéphane, René Bouscatel a été testé.
Et là, par contre, ce qui peut être perturbant pour le centre et la droite à Toulouse, c'est qu'on voit que sur le pourcentage de notoriété, il est à 43% quand même, et que sur les bonnes opinions parmi les personnes connaissant chacune des personnalités, il est au-dessus de Jean-Luc Moudenc et Italon Cohen. Est-ce que ça peut poser des questions à la droite et au centre? Non, je pense pas. Je pense que oui, ok. Les Toulousains ont une bonne image de lui. Ça veut dire ça au fond. Je pense que Bouscatel n'a pas uniquement une image politique d'ailleurs. Donc plutôt rugbystique pour être juste. Donc son image est positive, très bien. Je pense que l'image de Jean-Luc Moudenc est clairement politique. Donc c'est peut-être pas la même analyse qu'on peut avoir sur les deux personnages. Je pense que le plus important, c'est de savoir vraiment ce que pèse ce sondage sur la personnalité de Jean-Luc Moudenc d'un point de vue politique et d'un point de vue intention de vote plus que bonne opinion. On a toujours vu dans tous les sondages, il faut être clair et rigoureux dans les définitions, qu'une bonne opinion n'est pas une intention de vote. Il peut y avoir plusieurs candidats qui ont à peu près le même taux de bonnes opinions, mais leurs intentions de vote les intentions de vote des électeurs ne sont pas les mêmes. Et puis il y a toujours cet inconnu majeur qui tronque le sondage, à savoir qu'il y a 30% des gens qui ne sont pas pris en compte, les abstentionnistes. Donc ceux qui vont voter blanc ou nul. Par contre, en analyste pur que tu es, Stéphane, est-ce que quand on voit les chiffres de Jean-Luc Moudenc et de René Bouscatel en notoriété, par exemple, est-ce que ça te fait dire que par rapport à ces personnalités, Christine de Vérac, comme le disait Johan, est dans les choux? Oui, enfin, je connais pas la traçabilité du chou, mais effectivement, Christine de Vérac est dans un parti où Borloo a montré les limites de ses talents de magicien. Il a presque réussi à faire oublier l'existence du Parti radical, qui est le plus vieux parti de France. Et on imagine, c'est vrai, plus facilement Christine de Vérac à l'UDI qu'au Parti radical. Ça semble lui correspondre mieux. Mais en même temps, l'UDI n'a pas su profiter des gros problèmes de l'UMP au moment où l'UMP en avait. Et au moment, et c'est toujours pareil avec Borloo, au moment où il doit faire le trou et marquer l'essai, il tape en ballon mort. Et il ne poursuit pas l'action jusqu'à la terre promise. Restons sur, sur Toulouse. Je suis sur Toulouse, je parle rugby. Alors que doit faire la droite et le centre? Ranger derrière Jean-Luc Moudenc, ranger derrière quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours le problème de la liste unique avec l'union dès le départ, ou le problème des deux listes avec une fusion entre les deux tours. La clé du scrutin, c'est que celui qui va l'emporter doit, selon moi, l'emporter déjà, ne serait-ce que de peu au premier tour, pour créer une dynamique permettant de l'emporter juste sur le fil pour Jean-Luc Moudenc éventuellement, mais peut-être également sur le fil pour Pierre Cohen. Oui, alors par contre, ces chiffres vous donnent raison, Monsieur Beaumont, puisqu'il y a quelques mois, vous aviez tapé sur Jean-Luc Moudenc quand il nous avait fait son interview de rentrée, parce qu'il avait dit qu'il n'accepterait pas, qu'il ne ferait pas de fusion entre les deux tours. Vous aviez même employé le mot de connerie à l'époque. Ah oui, moi j'ai dit. D'avoir dit ça. En tous les cas, ces chiffres prouvent que s'il refusait une fusion en cas de liste, il perdrait l'élection. Ah oui, ça c'est sûr, Il peut pas décemment perdre des voix du côté quand même de ses alliés idéologiques. Patrick, que t'inspire ce sondage? Rien. C'est un sondage brut de décoffrage. On a l'impression qu'effectivement, il n'y a aucune analyse qui a été faite derrière, savoir les abstentions, effectivement, comment ça va se faire. La question du corps électoral. Le corps électoral. Dans un an, la situation nationale va peser énormément sur l'enjeu municipal, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. L'abstention, donc là, à ce niveau-là, il y aura peut-être beaucoup de gens de gauche déçus qui n'iront pas voter. Ça, c'est pas pris en compte, c'est pas du tout recalculé, il n'y a pas de retraitement de l'information. Et puis, alors, l'histoire de fusion, faire une liste unique, etc., là, on est plutôt dans la cuisine électorale. L'idée, c'est dire que va-t-on faire, que veut-on faire, effectivement, aujourd'hui en France, alors au plan municipal, pour redynamiser la société française. Donc, est-ce que Moudenc, que veut-il apporter? De Vérac, que veut-elle apporter? Donc, Borloo, que veut-il apporter? Le Parti libéral, certes, a été est rentré dans l'UDI, mais Borloo n'est pas un libéral. C'est un social-démocrate. Donc, savoir
Il a voulu l'intégrer, peut-être pour avoir des idées neuves, mais... Enfin, vous n'étiez pas obligé de rentrer. Non, on n'était pas obligé. Pour avoir des idées neuves de la part de De Veyrac. Non. De Veyrac est une ancienne UMP, donc je dirais globalement, ça ne va pas apporter non plus grand-chose. Alors, moi j'ai une question pour vous, messieurs. Avant de se quitter, est-ce que ce sondage ne veut pas dire tout simplement, on a pu tous constater le succès populaire de l'ouverture de la rue Alsace-Lorraine, des alentours de la place du Capitole, etc. Est-ce que tout simplement les Toulousains ne voient pas les premiers effets des travaux qui ont gêné tout le monde pendant des mois, Pierre-Nicolas? Les premiers effets, moi je pense que, alors si on accrédite ce sondage, hein, si on dit qu'il était c'est pour ça que moi je parlerais plutôt de bonnes opinions plutôt que d'intention de vote, parce que justement il n'y a pas les abstentionnistes, ou du moins la partie abstentionniste. Moi je pense que avec cette photographie, les Toulousains reconnaissent à Cohen d'avoir fait avancer leur ville. Il fait quelque chose dans la ville. Alors après, à tort ou à raison, on peut discuter. Mais il y a la rue Alsace, il y a le tramway qui va fonctionner. Un des prochains dossiers, c'est la réhabilitation des berges de Garonne sur toute l'agglo. C'est l'île du Ramier, c'est Aéroscopia. Je ne vais pas vous les détailler. Mais je pense que les Toulousains reconnaissent à Pierre Cohen peut-être un talent de bâtisseur. Si tu peux peut-être répondre à Pierre Cohen qui est en train de... Non, c'est pas moi. Non, c'est pas Pierre. Johan, les premiers effets là, des travaux? Les premiers effets de la communication de la mairie, surtout. Hein, on voit les 4x3 partout dans les rues. Je pense que c'est... Ouais. Non, c'est vrai qu'avant, on les voyait pas. Je pense que c'est ça qui marche. Il n'y en avait pas avant. Je pense que le fond de l'histoire, c'est qu'on n'est pas encore dans la campagne. Au fond, on est aux prémices. Et quand on sera projet contre projet, moi je suis adhérent de l'association de Toulouse Avenir de Jean-Luc Moudin, qu'on distribue actuellement le bilan de l'association. Oui, Toulouse Avenir a sorti un 16 pages. T'en veux, je t'attendrai. Voilà. Toulouse Avenir, non, on peut le dire, Johan, a sorti un 16 pages qui dresse un peu le bilan, son bilan des premières années Cohen. Voilà, moi j'ai distribué dans mon quartier à Saint-Cyprien. Je pense que le verdict des commerçants, des Toulousains n'est pas forcément aussi favorable que ce que ce sondage veut bien le dire. Donc je pense que quand on sera projet contre projet et qu'on analysera le bilan de Pierre Cohen, là on pourra peut-être en tirer les conclusions. Stéphane. Et pour reprendre un vers de Racine ou de Corneille, je ne sais plus de Racine, je crois, Rome n'est plus dans Rome, Toulouse n'est plus dans Toulouse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous avons depuis 10 ans 12 000 nouveaux arrivants par an. 12 000 nouveaux arrivants par an multipliés par 10, ça fait 120 000 nouveaux arrivants pour 10 ans. Je te savais pas pour de maths. Ça veut dire que le corps électoral de maths, mais école primaire. Moi, c'est l'arithmétique et pas la géométrie. Quoi qu'en politique, il faut quelquefois faire de la géométrie dans l'espace. Et là, c'est plus compliqué pour la traduire et qu'elle soit compréhensible. Donc, on a 120 000 nouveaux arrivants. Ça veut dire que Toulouse ne vit plus sur sa culture politique traditionnelle. Ça veut dire que Toulouse n'a plus les clivages traditionnels, mais qu'on a des nouveaux électeurs qui ont des réflexes nationaux et non pas des réflexes locaux. Et le problème est de savoir si aux prochaines municipales... Là, tu es en train de nous dire que les 57% de gens qui sont prêts à voter Cohen ne connaissent pas Dominique Baudis ou Philippe Douste-Blazy. Oui, c'est ça que tu es en train de nous dire. Ah oui, je le dis. Et même, je regrette que Lou Harris ne soit pas là, parce que ça me paraît très douteux que 57% des nouveaux arrivants, par exemple, votent Cohen. Ça me paraît très, très douteux aujourd'hui, étant donné le fait que la politique ne fonctionne pas bien, que le chômage est là, qu'il y a la crise de l'emploi, qu'il y a une croissance nulle, qu'il y a des tas d'éléments qui font que les déficits ne pourront pas être réduits. Et que François Hollande ne pourra pas être constamment notre petit percueil. Il n'est pas de problème que l'absence de solution ne contribue à régler, auquel il a ajouté récemment, quand les résultats ne sont pas bons, on ne les affiche pas. Alors je trouve que c'est excellent pour des politiques qui... on attend sa prochaine conférence de presse et on va faire monter la pression pour dire il va enfin nous déclarer autre chose, mais François Hollande restera François Hollande. On appelait ça, je crois, dans les contes pour enfants avant Ramignac Robis. Bon, alors, Patrick, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Donc, faire des trottoirs, faire des rues, ça ne crée pas de richesse en plus. Donc, comme disait notre ami politologue, la situation de l'emploi ne s'améliore pas. Et ça, en fait, ça pèsera énormément dans la municipale l'année prochaine. Sauf si la courbe s'inverse. Elle ne s'inversera pas. Bon,
Donc nous avons un médium autour de la table. Non, sans être médium. Le mot de la fin de Pierre Nicolas et de Johan. La dépense publique, elle est beaucoup trop importante. Par rapport au municipal, Allez, oui, mot de la fin. très rapidement, je pense que rien n'est fait, hein, effectivement. Moi, je pense qu'il y a une bonne tendance qui se dégage pour Pierre Cohen, mais rien n'est fait, et c'est ce qu'il a un peu dit d'ailleurs au cours de... Il a parlé d'autres choses, notamment des relations avec ELV, etc. Et le parti de gauche. En tout cas, avec le parti radical de gauche, tout va bien. Ah, merci. Non, mais je sais pas, je pose la question. Je sais pas. T'en en sais plus que moi, donc merci de m'apporter l'information. Johan, mot de la fin. Mot de la fin, je pense que le vrai travail d'opposition, il a été fait par Jean-Luc Moudenc, qu'actuellement on est vraiment au travail, je parle au sein de Toulouse Avenir, l'UMP aussi, donc je pense qu'il faut vraiment comprendre que Jean-Luc Moudenc a le leadership pour partir face à Pierre Cohen, et on n'est pas encore en période de campagne, on va y rentrer, mais il faut que le centre droit et la droite soient unis, et j'adresse ce petit message à Christine de Vérac. Oh, alors là... Bon, écoutez, merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Zoom sur l'actu. Rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux sujets nationaux et de nouveaux sujets locaux. Merci à tous les auditeurs, merci à Christian Saint-Blanca qui est à la technique comme toujours. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Zoom sur l'actu, c'est le rendez-vous politique et économique de Radio Axe Sud. Un trio d'experts, pas toujours d'accord, décrypte l'actualité locale et nationale. Retrouvez également l'émission sur la web TV du Journal Toulousain et réagissez sur la page Facebook.